Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin, le mardi 15 octobre déjà. Il est 8h02, 2 petites minutes de retard, j'espère que vous êtes bien installés. Je suis Marion et ce matin on va discuter de l'actualité tech tout de suite avec l'émission Le Mug. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes levés du bon pied en ce mardi matin pour commencer la semaine. Alors oui, ça fait déjà un jour que la semaine a commencé, mais nous avec le Mug, on commence la semaine le mardi en très bonne compagnie. Je vais voir un petit peu qui nous a rejoint déjà ce matin pour vous dire bonjour. Salut Samuel, salut Groll, salut Bistro Pixel, salut Andy76, salut Hum95, salut Orantino, salut Yves, salut Ginta ou Ginta 62 170, salut Olivier SG, salut Moustique, salut Moses, salut Manciard, Pierrout, Kaokogun 94, salut Olek évidemment, salut Étrange Création, oh pas mal, salut Polaire, salut Nomance, salut Anvou, salut Nimageld et salut Baron Marutan. Bienvenue à tous. Un grand merci à Grolb pour ton soutien, un grand merci à toi. 54e mois d'abonnement, je ne sais plus quoi dire à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu veux Voilà, tu me coupes la parole au moment avec ton don là pour commencer l'émission. Un grand merci à toi de nous accompagner depuis aussi longtemps, Grolb, tu le sais, un grand merci. Quelle sera l'actualité d'aujourd'hui? Oh là là, mais étrange création. Non mais en fait, vous faites l'émission à ma place là ce matin. Évidemment, tu as tout à fait raison. C'est la question qu'on se pose en ce début d'émission. Alors de quoi va-t-on parler? C'est quoi le petit sommaire ce matin? Alors des sujets assez intéressants. Alors pas vraiment de grosses surprises pour ceux qui ont peut-être un petit peu gardé un œil sur l'actualité tech de ces derniers jours. On va revenir un petit peu sur Google qui est un peu mis sous pression par la justice américaine avec potentiellement un risque de démantèlement des différentes parties qui font Google. Donc quand je dis partie, c'est le moteur de recherche, évidemment Android, également le navigateur avec Chrome. Donc pourquoi ça? Évidemment, c'est toujours sur le sujet de la compétitivité, de permettre la compétition et d'éviter des sociétés qui bénéficient d'un gros monopole. Donc on reviendra un petit peu sur ce sujet. Est-ce que la menace du démantèlement de Google est réelle ou pas? On parlera évidemment, on reviendra sur l'événement qui a fait l'actualité la semaine dernière. C'est évidemment l'événement de Tesla, We Robot, qui s'est déroulé dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier, que Tesla a organisé carrément dans les locaux et les studios de la Warner Bros. Donc c'est quand même pas rien, et qui a dévoilé son fameux robot taxi et son robot van, accompagné de robots Optimus qui vous faisaient une petite danse à côté. Ou qui faisaient les barman au choix. Donc on reviendra un petit peu sur ce qui a été annoncé ou ce qui n'a pas été dit et annoncé, et comment ça a été accueilli par la presse, par les investisseurs. Ça sera assez intéressant. On parlera de pas mal de choses autour de ces annonces, notamment certains mouvements chez les employés de Tesla qui se sont passés juste avant l'événement qu'il a donné. On parlera également du petit du petit buzz positif ou négatif, plutôt négatif ici, sur la gestion et la commande des Optimus, des robots humanoïdes. Et puis, à côté de ça, on parlera d'une autre société d'Elon Musk, puisqu'on parlera de SpaceX, cette fois-ci la société spécialisée dans la conquête spatiale, qui a fait beaucoup parler d'elle de par sa prouesse technique révolutionnaire, d'avoir réussi à rattraper
en fait, le lanceur de la fusée Starship grâce à des bras, qui appartiennent à la tour qui s'appelle Mechazilla. C'est vrai que là, on reconnaît l'attention des sociétés d'Elon Musk pour des noms de produits ou de services mémorables, on va dire ça comme ça. Donc on reviendra sur pourquoi cette prouesse a marqué les esprits. Et puis, on continuera avec SpaceX, avec le dernier lancement du jour qui s'est passé hier soir. Voilà, donc je vous dis, hein, l'actualité en ce moment d'Elon Musk, elle est chargée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je mentionne même pas la campagne de la présidentielle, parce qu'il est aussi pas mal impliqué dans le sujet. Mais après Elon Musk, parce que je sais que ça fait mine de rien quand même 2 semaines qu'on en parle beaucoup, mais à raison, il fait la une de l'actualité tech quand même, donc c'est important d'en parler. Mais on va pas faire que parler de lui ou de ses sociétés, on va également se tourner vers une guéguerre qui est en train de se passer actuellement dans le monde de WordPress. Alors là, du coup, je suis assez intéressée s'il y a des personnes qui s'y connaissent dans WordPress pour me donner un peu leur perspective sur ce qui est en train de se passer avec un vrai bras de fer entre, on a justement d'un côté WordPress est donc la plateforme la plus populaire aujourd'hui pour créer un site, qui a été créé en 2003 par Matt Mullenweg. Et puis de l'autre côté, on a le VP Engine qui créé tout un écosystème qui propose des hébergements, des services payants et qui appartient à un autre type de boîte. Et il y a un véritable bras de fer qui est en train d'opposer les deux. Voilà, je trouve ça assez intéressant et ça m'intéresse d'avoir l'avis d'un spécialiste sur le sujet, sur leur vision du bras de fer qui est en train de se dérouler. Et puis après, on reviendra un petit peu sur le sujet de l'intelligence artificielle qu'on abordera de toute façon quand même avec Tesla, évidemment. Mais cette fois-ci, on va parler de l'intelligence artificielle et du prix Nobel de chimie 2024. Et oui, et cette fois-ci encore, l'intelligence artificielle est à l'honneur avec des personnes qui ont été récompensées, ou en tout cas dont la contribution a été reconnue. Et c'est notamment le Britannique Demis Hassabis, l'Américain John Jumper, qui ont notamment développé le logiciel au sein de l'entreprise DeepMind. DeepMind, on connaît, c'est une société qui a été confondée notamment par Demis Hassabis en 2010 et qui a été rachetée évidemment par Google en 2014. On en avait déjà parlé. Et donc, ces deux personnes se partagent le prix Nobel de chimie avec David Baker de l'Université de Washington. Et tout ça parce qu'ils ont travaillé sur un sujet comment vous le dire simplement comment trouver la forme prise par les protéines sans connaître la succession des 20 acides aminés qui les constituent. Donc en fait, le principe, c'est que les acides aminés forment ces protéines, mais en fait, ils ne les forment pas forcément juste en ligne droite. Ils les forment et se combinent, ils font des bras, etc. Et en fait, la forme va impacter justement leur fonction. Et donc, du coup, de pouvoir prédire ou deviner cette forme que vont prendre les acides aminés va être assez critique dans la compréhension de leur fonction. Et donc ça, c'était assez compliqué avant. Et donc, grâce au travail de ces 3 personnes, dont 2 ont utilisé l'intelligence artificielle, l'autre non. Mais grâce au travail combiné de ces 3 personnes, il y a eu une grande avancée en chimie qui impacte tout le secteur. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été reconnus. Je suis en train de vous faire la news, mais c'est pas grave. On reviendra un petit peu plus en détail sur le sujet tout à l'heure, en essayant quand même de le garder accessible pour les non-chimistes. Et puis on terminera la journée avec l'émission, pas la journée quand même. On va terminer l'émission ce matin avec une série dont je voulais vous parler. Là qui nous dit le Sommarion à l'ancienne, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc la série de la journée dont je voulais vous parler, c'est une série qui nous a beaucoup plu à moi et à Jérôme, qu'on a pas mal regardé cette dernière semaine et qui, l'on sait, est déjà annulée alors qu'elle est sortie à la rentrée.
Donc malheureusement, elle est déjà annulée. Il n'y aura pas de saison 2, il n'y aura pas de saison 3. Euh, voilà, a priori, en tout cas, Netflix ne l'hébergera pas. C'est la série Chaos qui revient sur justement la mythologie grecque. Donc ça, c'est assez intéressant et qui revisite du coup la mythologie classique et c'est quand même assez passionnant à suivre. On reviendra du coup sur quel est le pitch, quelles sont les forces et potentiellement les faiblesses de la série. Bref, en tout cas, elle ne pourra pas vous laisser insensible, ça c'est sûr, en 8 petits épisodes, elle vous marquera quand même un tant soit peu. Voilà pour le programme de l'émission ce matin. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le premier article et on commence avec Google. Alors, qu'est-ce qui se passe plus précisément du côté de Google? Alors, comme je vous le disais en introduction de l'émission, en tout cas, il y a la question qui se pose, Google doit-il être démantelé? En tout cas, c'est la question que se pose très certainement le département de la justice américaine. Et donc, ce département, en tout cas, a en effet proposé mercredi dernier, donc le 9 octobre, dans un long document de 32 pages, des sanctions qui pourraient aller de l'éclatement de l'empire du géant numérique à quelques mesures, quelques contraintes un peu plus anecdotiques. Mais en tout cas, il y a un vrai discours, une vraie question de démantèlement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde Google et notamment son moteur de recherche, il est toujours leader incontesté de la recherche en ligne avec quand même 90% de part de marché. C'est colossal. Et donc là, c'est ce qu'a dit justement le juge fédéral de Washington, Amit Mehta. Nous envisageons des remèdes comportementaux et structurels qui empêcheraient Google d'utiliser ses produits comme Chrome, Google Play et Android pour avantager son moteur de recherche. Donc là, en gros, en une phrase, vous avez justement le problème posé par la justice américaine ici sur le monopole du moteur de recherche de Google qu'ils aimeraient casser, ou en tout cas qu'ils aimeraient éviter de favoriser avec ces associations de services. Alors du coup là, le message est quand même assez clair. Google devrait être forcé de séparer, voire de vendre son navigateur Internet, son magasin d'applications mobiles ou son environnement de smartphone aka Android, afin de cesser d'y favoriser justement son moteur de recherche comme service par défaut et donc de maintenir ce quasi-monopole de façon indue, hein. En tout cas, ça c'est le raisonnement qui nous est proposé par le département de la justice. Alors voilà, juste pour vous donner un petit peu de perspective sur l'importance en fait du moteur de recherche, sur 307 milliards de dollars de chiffre d'affaires, plus de la moitié sont dans la recherche en ligne. Voilà, donc ça montre un petit peu le poids du moteur de recherche de Google dans, dans ses revenus, quoi, hein. Et on a notamment 73 milliards de dollars de bénéfices nets carrément en 2023. Et donc, c'est pas la première fois que la justice américaine parle de démantèlement. Alors, c'est pas la première fois et en même temps, ça arrive pas tous les jours non plus, hein, parce que c'est lourd de conséquences à la fois pour les sociétés américaines qui sont positionnées à l'international et pour les autres boîtes, hein, parce que quand elles voient ce qui est en train de se passer au niveau de la justice américaine, du coup, ça va les amener à réfléchir à deux fois en termes de stratégie business. Mais en tout cas, on a quand même eu des exemples dans l'histoire, avec notamment le cas de la séparation du mastodonte des télécoms AT&T en 84. Alors oui, ça remonte, mais à l'époque, on avait forcé AT&T à séparer et démanteler en tout cas ces différentes branches télécoms. Ou aussi on avait eu la condamnation de Microsoft pour avoir favorisé son navigateur Explorer sur son environnement Windows en 99. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'exemple de Microsoft, qui est le plus récent ici, justement, on voit que la décision de scinder Microsoft avait été finalement quand même cassée en appel, et ce qui avait limité finalement les effets de la sanction
a évité et empêché Microsoft de favoriser son navigateur Internet Explorer sur Windows en proposant du coup un choix, une fenêtre de choix. Ça doit vous rappeler quelque chose ici, mais une fenêtre de choix de navigateur au moment de l'ouverture de Windows. Euh, et donc, du coup, c'est là où l'impact avait été mineur parce qu'en fait, ça n'avait pas changé grand-chose ici dans les parts de marché du navigateur web de Microsoft. De toute façon, qu'il soit par défaut ou pas, ça n'avait pas eu un grand impact parce qu'il ne s'était pas imposé de toute façon comme un navigateur majeur. Donc, c'est là où, voilà, il y a cette espèce de grande ombre ou menace qui plane au-dessus de Google. Est-ce qu'en pratique, il y a des grandes chances que le démantèlement se passe? Moi, à mon avis, c'est peu. Il y a peu de chances que ça se passe réellement. En tout cas, les demandes actuelles de la justice américaine ont été formulées quand même dans un cadre plus global d'un procès dans lequel Google a essuyé déjà une défaite en août, puisque le juge a considéré comme illicite, contraire à la loi, les contrats exclusifs qu'il avait passés avec Apple pour avoir justement Google comme moteur de recherche par défaut et qui s'élève quand même à plus de 20 milliards de dollars pour avoir donc Google comme moteur de recherche par défaut sur les iPhones. Cette décision notamment s'ajoute à plusieurs autres menaces des autorités de concurrence, notamment lundi, pas hier, mais lundi d'avant, le 7 octobre, un autre juge avait aussi décidé que Google devait autoriser des magasins d'applications alternatifs sur Android. Donc on voit un petit peu qu'il y a plusieurs attaques de plusieurs angles possibles pour essayer de casser le monopole de Google. Et donc là, si on regarde, on s'intéresse un petit peu plus au document qui a été dévoilé mercredi dernier, c'est qu'une version préliminaire des mesures correctives qui ont été demandées par le département de la justice, et elles vont être finalisées d'ici novembre. En fait, il va y avoir une discussion qui va être faite notamment quand même avec Google. Ce sont donc des réquisitions du ministère qui représentent ici l'accusation, mais en fait, il y a une décision du juge qui ne sera pas connue de toute façon avant août 2025. Donc déjà, l'échéance, elle est un peu plus lointaine. Pas si lointaine que ça, parce qu'en fait, quand même, ça va donner peu de temps. Enfin, on peut le voir, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Mais d'un côté, ça va prendre du temps, finalement, puisque il y aura un peu moins d'un an entre l'information qui vient de tomber et le jugement qui va tomber l'année prochaine. Donc ça peut paraître long et en même temps, ça laisse pas peut-être beaucoup de temps à Google de réfléchir et réorganiser potentiellement sa stratégie pour avoir quelque chose qui convienne au département de la justice et qui permette quand même de montrer patte blanche en termes de compétition et de montrer en tout cas qu'ils ne font pas tout pour conserver et solidifier ce monopole. C'est une ligne un peu fine à marcher, quoi. Mais voilà, à voir ce que ça va donner. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, on a une analyse, en tout cas une citation de l'analyse de Dan Ives de la banque d'affaires Wedbush Securities, qui rappelle que Google a promis de faire appel. Et qui dit « Nous continuons à penser que des remèdes structurels sont une issue improbable pour Google. » Donc, remèdes structurels, c'est-à-dire démantèlement, ici, dans cette affaire. Et nous nous attendons à ce que les impacts sur son modèle économique soient limités à la distribution de la recherche. Donc, un modèle plutôt similaire à la sanction que Microsoft a eue à l'époque par rapport à son navigateur Internet Explorer. Donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est anticipé. Alors, même si Google n'était pas démantelé en soi, le groupe pourrait quand même se voir interdire des contrats exclusifs, comme celui passé avec Apple, potentiellement être forcé de céder ses intermédiaires techniques de publicité, ou potentiellement d'autres mesures qui pourraient l'obliger à changer ses comportements. On l'a déjà vu dans le passé avec le DMA, et certains en Europe notamment poussent aussi pour étendre la logique du DMA aux nouveaux territoires sur lesquels s'affrontent les géants pour étendre leur puissance
sur le numérique. On a notamment sur le secteur qui est visé à l'heure actuelle l'intelligence artificielle, on en a déjà parlé, hein, comme Gemini ou Apple Intelligence ou ChatGPT. Et du coup, ça permettrait d'éviter ou d'interdire Google d'utiliser les données collectées avec son moteur de recherche pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle potentiellement. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Google a un positionnement assez avantageux ici. Et pour l'instant, le marché est quand même dominé par Amazon, Microsoft et Google. Donc, à voir. Et puis, en autre secteur, on a aussi le cloud, etc. Donc, à voir. Donc, là, c'est en tout cas un premier pavé jeté dans la mare sur le sujet du potentiel démantèlement de Google. On n'en est vraiment qu'au début, finalement, de la discussion sur le sujet. Google a également plein de stratégies pour ralentir la procédure légale de la justice américaine pour gagner du temps, que ce soit par des appels, etc., etc. Donc, je pense que ça va prendre évidemment plusieurs années. On a la première étape qui va tomber en août 2025, mais je pense que ça, dans tous les cas, il y aura des procédures d'appel possibles, etc., etc. Donc, certes, on n'est pas prêt d'avoir une décision tranchée, mais en tout cas, clairement, Google est dans l'œil de la justice américaine et ça va devoir monopoliser pas mal de ressources dans les équipes de Google pour gérer ce dossier, ça c'est clair. Voilà, donc intéressant quand même de suivre ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom? Est-ce que vous pensez que c'est probable que Google soit ordonné d'être démantelé ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et j'en profite du coup en attendant pour remercier Baron Maritan, Duz, Kim Fesselor et Hippomony pour avoir renouvelé votre abonnement. Un grand merci à vous tous, ça fait super plaisir. Et comme je dis à chaque fois, mais c'est toujours important de le rappeler, ça nous permet de rémunérer les personnes qui travaillent à vous produire du contenu de qualité jour après jour sur la chaîne Nowtech. Donc un grand merci à vous, ça nous permet de continuer l'aventure. Alors je regarde un petit peu... dans une décennie au mieux, tu nous dis Gigi Vulgaris. Ouais, ça peut paraître loin, mais je ne serais pas étonnée. Je dirais, plusieurs années. Décennies, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un effort des différents organes de justice, de régulation, etc., pour être un peu plus dans l'actualité et réagir de manière un peu plus rapide sur les enjeux tech qui évoluent très, très, très vite. Donc, je pense quand même qu'il va y avoir un effort ici de fait, mais à voir. Un grand merci, l'atelier de Sonia qui offre un abonnement de niveau 1 à la commu. Un grand merci à toi. Tu vas permettre de faire découvrir un petit peu la chaîne. Merci beaucoup. Sclaze, désolé si j'écorche ton pseudo, nous dit: ce qui est marrant, c'est que c'est toujours à l'approche d'élections que ce genre de choses se présente, ou bien est-ce que c'est moi qui le vois de cette façon? Il y a toujours un moment politique pour s'acharner, qui active ce type de réflexion. Je sais pas, là pour le coup, moi ça m'a pas marqué. Alors c'est vrai que oui, on est en pleine période d'élection présidentielle américaine, clairement, ça on le sait tous. Est-ce que ça arrive particulièrement à ce moment-là? Je sais pas, j'ai l'impression quand même que ça fait pas mal de temps que la pression sur les pratiques, sur les notions d'antitrust, de pratiques d'anticompétitivité, etc., Google est dans le viseur depuis pas mal de temps. Que ce soit d'ailleurs au niveau européen ou que ce soit au niveau américain aussi. Donc moi, j'avoue que ça m'a pas choqué, mais oui, c'est vrai que ça arrive que ça coïncide là-dessus. Et la pression sur l'emploi en menaçant... ouais, c'est vrai, il y a peut-être une pression là-dessus aussi, ouais. Donc à voir.
Un grand merci, Xian, pour ton soutien. Un grand, grand merci à toi également. Merci à toute l'équipe, bah, merci à toi. Donc voilà, en tout cas, on vous tiendra au courant quand on en sait plus, s'il y a évidemment des rebondissements, et c'est très certainement ce qui va se passer. Il y aura des rebondissements, des négociations pour trouver un compromis entre les demandes et exigences de la justice américaine et le positionnement de Google ici. Parce qu'en fait, ce qui est quand même assez intéressant de se poser, c'est que vu le poids économique du moteur de recherche de Google, eh ben, ça pose la question de est-ce que des services comme Android, Chrome, etc., peuvent vivre séparés finalement de Google? Est-ce qu'ils arriveraient à se maintenir? Et là, c'est quand même une vraie question qui se pose, quoi. Donc voilà, on en saura plus dans le futur, on vous tiendra évidemment au courant. Je vous propose de continuer avec la grosse news du jour dont je voulais vous parler. C'est évidemment Tesla qui a fait la une ces derniers jours. Pourquoi ils ont fait la une? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont tenu un événement dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier, donc la semaine dernière. Tesla a tout simplement organisé une conférence qui s'appelait We Robot, qui était dédiée à sa vision sur le futur des produits autonomes. Elle s'est tenue dans les studios de Warner Bros. Et pourquoi je mentionne le lieu? Parce que je pense que c'est pas anecdotique que ça se tienne dans des studios de cinéma qui ont pour but à Hollywood de faire rêver, de divertir et de faire rêver, et donc qui marquait clairement le positionnement de cet événement sur vraiment de la vision de vendre du rêve sur le futur du développement des robots ou de la robotique ou des produits autonomes. Voilà. Donc elle s'est tenue pendant 30 minutes durant lesquelles Elon Musk a juste théorisé sur la fin des véhicules avec conducteur et a dévoilé notamment 2 nouveaux engins roulants Tesla. Celui qui est appelé le robot taxi, qui sera à destination du grand public. Ça semble étonnant puisqu'il s'appelle robot taxi, mais en fait, on va y venir. Mais le but, c'est pas que Tesla opère sa flotte de robotaxis, mais c'est plutôt de permettre à des particuliers d'acheter un véhicule qui a cette capacité d'être autonome et qui peut être tellement autonome qu'il peut être autonome alors qu'il n'est pas utilisé par le particulier et pouvoir faire des courses pour d'autres personnes et du coup générer du revenu pour le particulier auquel il appartient. Là, c'est assez intéressant, on va y revenir. Et puis l'autre produit qui a été dévoilé, c'est le RoboVan. Donc voilà. Ces véhicules, là où ils ont fait beaucoup parler d'eux, c'est qu'ils sont sans volant et sans pédale. Donc là, c'est un vrai parti pris autonome qui marque, parce qu'il est assez différent des véhicules qui sont disponibles aujourd'hui. Quand on regarde les modèles Tesla aujourd'hui, en fait, ils ont tous des pédales et un volant. Quand on regarde la flotte de Waymo, c'est pareil. Et surtout, la législation en vigueur requiert qu'il y ait quand même un contrôle humain ou une reprise de contrôle humain possible sur ce type de véhicule. Donc ça veut dire que le fait de faire cette déclaration de véhicule sans pédale et sans volant veut dire qu'il va y avoir un effort vraiment de lobby auprès des différents organes de régulation ici sur la conduite et les rues, etc., sur permettre ces véhicules autonomes sans pédale et sans volant. Donc il y a une vraie évolution qui va devoir arriver et se faire. Et donc voilà ce qu'il nous a dit, une citation d'Elon Musk qu'il a mentionné durant l'événement. Les voitures sont utilisées en moyenne 10 heures. La majorité du temps, elles ne font rien. Parce que quand elles sont utilisées pendant 10 heures, c'est juste l'usage classique d'un foyer, quoi. Et donc, la majorité du temps, elles ne font rien. Si elles étaient autonomes, elles pourraient être utilisées 5 à 10 fois plus. Donc là, c'est un peu le postulat de départ, en tout cas, qu'Elon Musk a partagé sur la présentation de ses produits. Donc le robotaxi qu'Elon Musk surnomme aussi Cybercab pourrait potentiellement devenir aussi le véhicule le moins cher, puisqu'en fait, il a mentionné qu'il serait probablement à moins de 30 000 $. Alors bon, certes, Elon Musk a jamais excellé dans
des prédictions de prix ou de date de sortie. Mais voilà, en tout cas, il a présenté donc une petite voiture aux courbes plates, métalliques, comme la première, donc comme je disais, qui n'a pas de volant ou de pédale, avec un intérieur qui ressemble quand même beaucoup à une Model 3, et tout simplement avec le siège conducteur qui a été remplacé par un siège passager, avec toujours ce grand écran disponible donc sur le tableau de bord pour pouvoir regarder des films ou gérer son trajet. Alors, la petite chose à noter, c'est qu'il n'y a pas de place à l'arrière, mais seulement un grand coffre. Donc, c'est une voiture équipée de 2 sièges à l'avant. Est-ce que ça va refroidir certaines personnes qui se projetaient dans l'achat d'un véhicule? Potentiellement, mais en tout cas, c'est le parti pris qui a été pris. Donc là, je vous montre quand même une petite photo de l'événement parce que ça vaut la peine juste de le mentionner. Donc là, vous voyez qu'on est dans les studios Warner Bros qui répliquent des rues américaines. Et ce qui est intéressant, c'est que l'événement a été commencé par une démonstration d'Elon Musk qui arrive dans le véhicule. Donc le véhicule qui a les portes qui s'ouvrent en papillon, hein, comme certains... comme un modèle Tesla, mais je me souviens plus lequel. Et donc, il se met dans le siège complètement à droite, passager met devant, et il va arriver de manière autonome. Il montre bien qu'il ne touche rien, de manière autonome à la scène. On me dit que c'est le modèle X qui a également les portes qui s'ouvrent en papillon. Merci beaucoup Grim FR pour l'info. Et il va arriver de manière complètement autonome à la scène. Alors bon, on peut se dire « Ah mon Dieu, le véhicule autonome, etc. » Il faut se dire quand même que là, la scène était quand même bien balisée. Il y avait des barrières, etc. Enfin bref, il n'y avait pas beaucoup de danger. Il y a eu une petite démo avec une flotte de petits vélos qui sont passés avec les roues bien visibles, bien illuminées, etc. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour que le trajet se passe sans problème ici. Mais ça fait son petit effet. Là, on est vraiment sur un CEO qui va travailler sa présentation pour exciter un petit peu à la fois les investisseurs, quand même, c'est important, et à la fois la communauté de fans de Tesla. Mais voilà, c'est fait pour ça et ça ne se cache pas de son but, hein. Voilà, je préfère c'est pas forcément une critique en soi. Mais c'était intéressant de la manière dont ça a été choisi, à la fois le lieu, l'introduction de l'événement, etc. Et donc du coup, il a quand même parlé d'ici à quelques années, les habitants des villes qui sont éligibles à la conduite autonome devraient pouvoir donc, du coup acheter un robotaxi. En tout cas, les personnes qui vivent dans ces villes pourraient acheter un robotaxi. Leur véhicule pourra les amener où ils le souhaitent grâce à une application. Il a brièvement montré un tout petit peu une application qui ressemble un peu à Uber-like, hein, et ils pourront chercher d'autres personnes lorsque le véhicule n'est pas utilisé, en tout cas par les propriétaires. Le véhicule pourra aller chercher d'autres personnes contre de l'argent, donc pouvoir générer des revenus. Il a également mentionné que les trajets avec des véhicules autonomes, comme ils sont complètement autonomes et qui ne requièrent pas d'opérateurs humains, du coup, ils seront beaucoup moins chers. À voir, on n'a pas de prix à l'heure actuelle fixé, mais en tout cas, c'est pas étonnant comme raisonnement. Un autre élément assez intéressant comme parallèle qu'il a mentionné, c'est il a dit aujourd'hui la conduite autonome et le fait de ne plus avoir d'opérateur humain semble peut-être encore très loin, et pourtant on a eu déjà des modèles, des exemples historiques qui ont montré que si on prend les ascenseurs, les premiers ascenseurs qui existaient étaient tous opérés par des humains. Voilà, des personnes qui passaient leur vie dans les ascenseurs et à appuyer sur les boutons, à actionner l'ascenseur pour permettre aux personnes qui devaient se rendre d'un étage à l'autre de pouvoir s'y rendre via l'ascenseur. Et en fait, aujourd'hui, en 2024, il n'y a plus rien d'étonnant et il n'y a même pas d'attente là-dessus sur le fait d'avoir un opérateur humain dans l'ascenseur. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, si on avait quelqu'un qui appuyait pour nous dans un bouton d'ascenseur, on trouverait ça étrange, déconnecté de la réalité et inutile. Voilà, parce que ça fonctionne très bien, etc. etc. Et donc, du coup, il compare finalement l'évolution des ascenseurs à l'évolution de la conduite. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant parce que
Voilà, ça met en parallèle quelque chose qui est acquis aujourd'hui, et on a vu cette évolution, et en effet, ça ne nous étonne plus du tout aujourd'hui, avec notamment la conduite autonome. Donc voilà, là, il y a un bon, il y a un bon storytelling, ce qu'on appelle un petit peu dans la capacité de narration, de narratif développé autour d'un produit, d'une vision qui est vendue à la fois à ses investisseurs et à ses potentiels acheteurs ou ses fans. Et c'est important parce que c'est ce qui va également rendre une vision crédible, à défaut de dire tangible, parce que pour tangible, il faudrait des éléments concrets de déploiement, de législation qui serait favorable à cette vision, etc. Ce n'est pas encore le cas, ou même des données de déploiement un peu plus concrètes, ce qui n'est pas encore le cas, et on va y revenir. Mais en tout cas, ça peut en tout cas rendre la vision plus ou moins crédible, et c'était un peu ou excitante, et c'est sur lequel font des paris les investisseurs, hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Autre élément marquant pour le robot taxi et le van, hein, également, c'est que les deux n'ont pas de port de charge, de recharge. Et donc, ça marque une vraie rupture avec les modèles Tesla d'aujourd'hui. Et donc, du coup, comment ils se rechargeraient? Ils utiliseraient la recharge par induction dans des centres dédiés dans lesquels les robots pourront également en profiter pour nettoyer les véhicules des particuliers. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors c'est intéressant parce qu'il y avait un article de Numérama qui disait mais pourquoi ils se tirent une balle dans le pied? Tesla a des réseaux de recharge électrique les plus performants et déployés dans le monde aujourd'hui. Pourquoi refaire tout depuis le début, depuis zéro? Et là, en fait, pour moi, je vois pas, je suis pas du tout d'accord avec cet article-là. Ça arrive, hein, parce qu'en fait, en effet, là, on est vraiment sur un événement qui vend du futur, de la vision. Typiquement, la recharge et le fait de devoir brancher un câble sur quelque chose, ça fait complètement vieillot. Ça fait pas rêver, ça vend pas du rêve, ça parle pas futur. On connaît ça parfaitement aujourd'hui. Donc c'est pas du tout aligné avec le positionnement de l'événement qui s'est déroulé du 10 au 11 octobre. Donc non, la recharge à induction, évidemment, ça paraît évident, tu veux te placer là, tu n'as pas besoin de devoir sortir, prendre ton câble, le brancher sur ton véhicule. Tout ça, c'est des tâches qui semblent vraiment inutiles si la recharge à induction est permise. Et en fait, la complexité dans les centres Tesla, c'est pas forcément... Alors, bon, je ne suis pas ingénieur, donc à prendre avec des pincettes, mais la plus grosse complexité pour moi, pour le réseau de recharge Tesla, c'est pas le fait que ça se passe via des bornes de recharge où il faut brancher, etc., ou versus c'est en induction. C'est le positionnement géographique d'avoir réussi à déployer ce maillage de stations de recharge. Après, de faire évoluer ces stations de recharge, c'est un coût. C'est un coût clair pour Tesla, ou à voir comment ils vont le faire, hein. Mais en tout cas, ils ont ces stations physiques qui existent, ces emplacements. Et en fait, pour moi, c'est ça vraiment l'enjeu. Ils ont cette présence. Donc non, moi, je trouve ça très intéressant qu'ils partent sur cet aspect-là. Donc voilà, en tout cas, pour les annonces concernant le robotaxi. Si on parle un petit peu du RoboVan, je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous montrer, hop, ici une petite photo. Voilà, vous voyez donc le RoboVan qui peut contenir jusqu'à environ 20 personnes. Là, on est vraiment sur un parti pris de design de véhicule qui fait très futuriste. Est-ce qu'il est crédible ou pas? Là, ça pose quand même des questions, notamment quand vous voyez le niveau de la carrosserie en bas. Tu te dis au premier dodan, le véhicule, il est bloqué, quoi. Moi, franchement, là, la carrosserie, elle va prendre cher, quoi, sur des rues classiques. Voilà. Donc, je suis un petit peu perplexe. Je pense qu'il y aura une vraie évolution du design nécessaire. Mais bon, voilà, là, encore une fois, on est sur quelque chose
plutôt une vision, quelque chose qui fait un peu rêver, etc. C'est marrant parce qu'en plus, ils avaient déjà décalé l'annonce de ces produits qui devaient se faire cet été à septembre pour des problématiques d'enjeux de design à revoir. Bon, là, ils n'ont pas trop revu la copie sur quelque chose qui paraît quand même assez évident. Mais en tout cas, concernant le RoboVan, cette espèce de minibus futuriste, bah, là, on n'a pas plus de caractéristiques techniques. On n'en avait pas pour le robotaxi, on n'en a pas plus pour le RoboVan. Mais voilà, à part la photo. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu pas mal de critiques concernant voilà, bah, l'événement qui paraissait un peu déconnecté de la réalité. Il était dans un suroptimisme en disant non, mais les véhicules, ils vont sortir. On va commencer la production dans 1 ou 2 ans maximum, etc. Et donc, du coup, il nous parlait de services comme ben voilà, les particuliers vont acheter une voiture et puis quand ils ne l'utilisent pas, ils vont pouvoir la faire travailler toute seule pour générer de revenus complémentaires, etc. Et en fait, ça paraît, voilà, c'est une vision avec une timeline quand même assez proche, des dates assez proches, mais à côté de ça, on manquait d'éléments concrets. En fait, pour moi, les grosses critiques qui ont été à l'encontre de l'événement, elles marquent un peu une déconnexion entre à la fois un événement résolument tourné vers une vision du futur, donc assez lointaine, euh, et à la fois des dates de début de production assez proches. Et donc, quand on parle de dates de production assez proches, on attend, en tout cas, j'imagine les investisseurs, le grand public, les journalistes, attendent des spécificités ou des détails sur le déploiement, le business model, ou même des caractéristiques techniques ou de spécificité des véhicules plus claires que ce qu'on a pu avoir lors de l'événement. Et c'est pas le cas. Et donc, du coup, ça crée un décalage de ton. Et on se dit, non, mais on parle de quoi là? Est-ce que si c'était dans plusieurs années, dans 5 à 10 ans, potentiellement, bah, là, on accepterait de ne pas avoir autant de détails. Or, s'il nous dit qu'il démarre la production dans 1 ou 2 ans, on attend des détails plus concrets sur le business model, etc., etc. Et donc, du coup, bah, là, comme on n'a pas ces détails-là, ça décrédibilise finalement la présentation d'Elon Musk, surtout qu'on sait qu'il est habitué de rater ses dates et son calendrier. D'ailleurs, il l'a mentionné durant l'événement, il l'a tourné, enfin, il en a fait une blague. Mais voilà, ça pose un petit peu de réserve, même plus qu'un peu, mais ça pose beaucoup de réserve sur ces déclarations. Voilà, bon. Moi, en effet, j'y ai vu plus une envie de CEO, une vision de CEO, plutôt qu'un calendrier réel, crédible, sur le début de production des véhicules. Voilà. Et justement, pour moi, tout s'y prêtait. Le choix du lieu, l'esbrouf qui a entouré un petit peu l'événement, etc. Voilà, pour moi, on était vraiment sur de la séduction plus que sur du concret ici. Et c'est un parti pris, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Il y avait quand même 20 véhicules à disposition du public pour pouvoir tester sur place. Alors, comme je le disais, il n'y avait pas trop d'enjeux parce que les studios Warner Bros, ils sont quand même très bien délimités. Et en fait, je pense aussi ce qui manquait crucialement sur l'événement, c'était d'aborder un peu l'éléphant dans la pièce, qui était le FSD, ce qu'on appelle le Full Self-Driving. La capacité d'un véhicule d'être complètement autonome. Parce que là, c'est vrai que le problème, c'est que Tesla mentionne qu'il va être complètement autonome, enfin des véhicules qui vont être complètement autonomes avec une production qui commencerait dans 1 ou 2 ans. Mais en fait, quand on regarde la capacité de véhicules autonomes des Tesla aujourd'hui, on en est très loin. La réalité, elle est là. Et il y a d'autres acteurs aujourd'hui sur le marché qui sont mais vraiment bien plus avancés
que Tesla par rapport à ça. Et notamment, on a Waymo. Waymo qui est, je ne sais plus, à 100 000 courses par mois ou par semaine, je ne sais plus. Enfin, c'est quand même impressionnant. Il y a certaines villes, ça marche. Ça marche, c'est en route aux États-Unis. Nous, on a peut-être du mal à s'en rendre compte parce que c'est pas encore disponible en France ou même en Europe. Mais aux États-Unis, dans certaines villes, c'est déjà en déploiement autonome ici. Euh, mais pas Tesla. Et là, on n'a pas eu de démonstration crédible ou d'avancée majeure partagée lors de l'événement. Et donc, c'est là où ça crée aussi un petit peu de déconnexion, où Tesla essaye de se positionner en leader de véhicules autonomes, sauf qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, ils ne sont pas leaders de véhicules autonomes. C'est Waymo qui l'est. Donc ça, je pense aussi qu'il y a eu ça qui a créé un peu un refroidissement d'accueil de la part des journalistes, potentiellement des investisseurs, etc., sur l'événement qui s'est déroulé. Je vérifie si je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui était important. Le dernier point que je voulais mentionner, c'était évidemment la présence des robots Optimus. Ces robots humanoïdes qui ont fait leur arrivée. Alors, ce qu'on a vu, c'est voilà, une vingtaine de robots Optimus qui se sont déplacés, qui sont arrivés parmi la foule qui était présente dans les studios de Warner Bros. Parmi la foule, donc ça, c'est assez intéressant, les voir arriver. Et donc, ils ont marché de manière autonome, etc. Évidemment, Elon Musk nous a dévoilé sa vision pour des Optimus qui feraient partie du foyer, qui assisteraient dans les tâches quotidiennes du foyer et qui auraient un prix aussi bas que 20 000 à 30 000 dollars pour chaque robot. Et donc, ils ont... voilà, ils se sont déployés durant l'événement, à la fois en marchant, en dansant, en faisant des espèces de go-go dance de très mauvais goût, mais voilà, là encore une fois, ça marchait avec l'esbrouf de l'événement et le personnage Elon Musk, qu'on aime ou pas, voilà, c'est pas très important, mais en tout cas, c'est aligné avec le personnage, et qui ont même servi de barman pour servir des boissons, etc., et répondre aux invités. Et donc là, il y a eu un peu une question qui s'est posée. C'était est-ce qu'ils étaient complètement autonomes? Parce qu'en fait, ils pouvaient même répondre aux invités ou pas. Et donc là, non, évidemment, ils étaient téléguidés. C'était un petit peu des marionnettes, en fait. Il y avait des humains qui guidaient les robots. Alors là où ils étaient autonomes, c'était la démarche, où là, ils étaient capables de se déplacer de manière autonome parmi les humains. Mais après, pour tout ce qui était micro-tâches, c'est-à-dire saisir des verres, servir les boissons, etc., ça, c'était des humains qui opéraient les micro-interactions. Et également, la capacité de répondre aux invités, en fait, tout simplement, c'était des opérateurs qui parlaient. Tous les optimistes avaient des voix différentes. Donc, en fait, c'était qu'il y avait un humain pour chaque robot qui était présent sur place. Donc là, le problème, c'est que ça a posé une question. Et de par l'excitation de l'événement, certains ne se sont même pas posé la question de est-ce qu'ils étaient vraiment complètement autonomes ou pas. Et je pense que là, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien que Tesla soit juste transparent, en fait, sur qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui, même si la vision, c'est de proposer ce type de service complètement de manière autonome. Ça, on n'en doute pas. C'est la vision d'Elon Musk depuis des années. Mais là, le fait qu'ils n'aient pas été juste transparents sur le sujet, du coup, ça a un peu fait railler, finalement, la présentation. Alors qu'en fait, on pourrait dire, voilà, la précision, la technologie sur le fait de pouvoir agripper, même si c'est téléguidé ou pas, elle était impressionnante. Voilà. Donc bon, oui, les robots Optimus étaient complètement téléguidés. C'était des marionnettes. Autre élément qui vaut la peine de mentionner sur l'événement qui s'est déroulé pour Tesla, c'est quand même que juste avant l'événement qui s'est déroulé du 10 au 11 octobre, on a eu quand même 4 exécutifs de Tesla qui ont annoncé leur départ de la société. Et c'est quand même plusieurs exécutifs qui ont travaillé à Tesla depuis une dizaine d'années.
Donc, c'est quand même des employés historiques de la boîte, alors qu'ils sont partis, alors que justement la société annonçait ses nouveaux produits jeudi. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas des signaux très encourageants, honnêtement. On a notamment le Chief Information Officer, Nagesh Saldhi, qui a quitté Tesla après 12 ans au sein de la boîte. Voilà, on a également le directeur des politique publique et du développement business, Joe Dings, qui a annoncé qu'il quittait la société. Et on a également Mark Van Imp, qui est donc le lead du véhicule autonome et de la politique de sécurité. Mark Van Imp, donc, qui a annoncé qu'il quittait également Tesla. Et on a également Rohan Patel qui a annoncé qui quittait. Bref, on a quand même beaucoup de personnes qui ont quitté la société alors qu'on avait une date d'annonce de l'événement proche. Et donc, voilà, ça montre quand même que c'est pas tout rose. On a également celui qui est à la tête du programme des véhicules, Daniel Ho, qui avait annoncé le 29 septembre, qui quittait Tesla pour rejoindre Waymo en tant que directeur du programme. Voilà, on rejoint sur le fait que Waymo, oui, est beaucoup plus avancé que Tesla sur la conduite autonome. Donc rien d'étonnant ici. Mais ça montre, en tout cas, ça montre des signaux plutôt pas forcément favorables ici pour Tesla. Et du coup, j'ai perdu l'article que je voulais vous mentionner. J'essaie de vous retrouver ça rapidement, mais je ne vais pas vous le retrouver. Voilà, si c'était ça. Voilà. Non, je ne vais pas vous le retrouver, non. Bon, écoutez, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'événement n'a pas été particulièrement bien accueilli par les investisseurs parce que ça a accusé une chute en termes de valorisation des actions quand même assez importante. Je vais essayer de voir quand même si je peux vous retrouver le chiffre exact. Parce qu'il me semblait que je l'avais mis l'article dans le... Ah voilà. Donc voilà, j'ai retrouvé l'article. Et donc du coup, voilà, on a quand même cette information qu'au lendemain de la présentation, l'action Tesla a quand même chuté de 8,7%, clôturant sous les $220. C'est quand même sa plus forte baisse depuis août 2024. Bon, août 2024, c'était quand même hier, donc c'est pas énorme. Mais voilà, ça n'a pas été forcément le meilleur jour, en tout cas, pour Tesla. Donc ça montre un petit peu une méfiance des investisseurs de par la crédibilité des annonces d'Elon Musk et sur le manque de détails de la stratégie, du déploiement et des caractéristiques techniques des produits qui ont été présentés. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on peut critiquer ici. Mais de l'autre côté, certains ont dit non mais Elon Musk c'est du vent, etc. Eh ben, de l'autre côté, force est de constater que non, Elon Musk c'est pas que du vent. C'est-à-dire oui, il est habitué d'avoir des dates de calendrier qui bougent, où il ne se tient pas forcément à ce qu'il dit, et des fois ça prend plus d'années que prévu, etc. Mais en fait, il a déjà prouvé de par le passé, à de nombreuses reprises, qu'il est capable de bouleverser un marché. Et voilà, quand on regarde, ne serait-ce que Tesla, c'est quand même une des sociétés qui a été la plus innovatrice dans le secteur des véhicules électriques. Je ne vais pas dire véhicules autonomes, mais véhicules électriques, ce qui n'est quand même pas rien. On a également SpaceX qui n'en finit pas de révolutionner l'industrie spatiale avec ses fusées réutilisables.
Voilà, et on va en reparler justement dès maintenant. Et puis on a également Starlink sur le déploiement de ces satellites et qui va être donc une nouvelle technologie pour pouvoir couvrir, assurer une couverture Internet de par le monde. Là aussi, c'est quand même assez redoutable. Donc, c'est pas juste un coup de chance que Elon Musk a réussi certains coups sur certaines boîtes. Non, il y a quand même un dénominateur commun sur pas mal de boîtes dont il est le CEO, c'est lui. Voilà, qu'on apprécie ou pas le personnage, qu'on soit aligné avec ses positions politiques ou pas, etc. Et je conviens que, et je vous demande pas de séparer l'homme de ses déclarations, du businessman, etc. Parce que c'est très compliqué et même pour moi, mais même si j'ai beaucoup de problèmes avec cette personnalité et ce qu'il est en train de faire sur l'influence sur les élections présidentielles américaines, ben, à côté de ça, il a réussi à révolutionner des industries qui étaient historiquement très coincées. Je veux dire, l'industrie automobile et l'industrie spatiale, ou même en, en- en termes de fournisseurs Internet, c'est quand même assez redoutable. Et donc, revenons-en plus précisément à qu'est-ce qui s'est passé à SpaceX dernièrement, où il a encore, enfin pas que lui, mais sa société a vraiment fait une prouesse technique révolutionnaire la semaine dernière. C'est que, voilà, on a le premier test de l'espèce de bras de rattrapage de SpaceX. Ce bras de rattrapage de fusée, donc voilà, comme je le dis, son but, c'est de pouvoir rattraper une fusée quand elle revient sur Terre pour pouvoir se replacer dans ce bras articulé qui s'appelle Mechazilla. Donc bon, Mecha, parce que ça fait appel à une notion de robotique, c'est un terme très très utilisé dès qu'on parle de robotique ou de robotique au Japon, etc. C'est le Japon qui a amené ce terme-là. Et on a également Zilla qui, voilà, est un espèce de morceau de mots qui est beaucoup utilisé pour des choses très impressionnantes, démesurées, comme Godzilla, etc. Et donc là, on a un robot démesuré qui va permettre donc de rattraper du coup une fusée. Donc c'est devenu un peu la nouvelle coqueluche de l'ingénierie spatiale. C'est donc une tour de lancement de 145 mètres dotée de bras métalliques qui ont donc réussi l'exploit dimanche 13 octobre de récupérer à son retour de vol quand même le premier étage de la fusée Super Heavy du booster S-30 qui représente quand même pas moins de 250 tonnes. Imaginez quand même de rattraper un bras qui rattrape un espèce voilà, de fusée de 250 tonnes avant que ça touche terre. Juste, enfin, je vous encourage à aller voir les vidéos. Juste ça, je vous encourage à aller voir les vidéos parce que on a beau pas être fan ou très intéressé dans l'industrie spatiale, les vidéos sont tout simplement bluffantes. C'est un exploit, enfin, je veux dire, impressionnante. Et d'autant plus que c'est quand même voilà, le booster de la fusée Starship, c'est la plus grosse fusée de l'histoire spatiale. Donc c'est quand même remarquable. Et ça, tout ça s'est déroulé lors du premier essai. C'était la première fois qu'ils tentaient cette manœuvre. Donc ils ont tout simplement réussi à attraper et immobiliser en étau entre ces deux bras métalliques avec une précision millimétrique par donc les deux bras de Mechazilla du premier coup. Et donc ça, c'est différent de la méthode utilisée pour les boosters Falcon 9 qui se posent donc tout simplement en douceur sur des barges flottantes ou sur des plateformes terrestres et qui doivent ensuite être ramenés à terre et préparés pour une nouvelle mission. Et en fait, pourquoi la récupération en plein vol a un intérêt? C'est qu'en fait, elle permet de grands gains de temps et d'efficacité, et donc évidemment d'argent, mais des grands gains de temps et d'efficacité. En fait, ce rattrapage en plein vol élimine tout simplement le délai lié au transport entre la zone d'atterrissage et la rampe de lancement. Et donc, ça permet de lancer plus d'engins en orbite, bien plus rapidement, et donc à un coût bien inférieur, encore une fois. Et c'est comme ça, hein, finalement,
que SpaceX a révolutionné l'industrie spatiale. Et donc, l'objectif ultime, c'est quand même de pouvoir permettre le retour du booster sur la plateforme et d'y rattacher rapidement le vaisseau pour des lancements futurs, potentiellement juste en quelques heures. Ce qui est donc essentiel pour les ambitions de SpaceX et de multiplier les vols spatiaux. Donc tout ça, c'est ce qui montre un petit peu la vision ici de SpaceX. Alors je vais vous montrer quand même ici la vidéo. On a cet extrait ici où vous voyez qu'elle vient se replacer, en plus avec un angle, elle n'est pas arrivée complètement droite, elle est venue s'insérer directement dans les bras. Alors, je regarde si j'ai d'autres petites vidéos à vous montrer. Je vais essayer de vous donner un autre point de vue. Parce que ça vaut quand même la peine de le voir. Voilà. Donc, tout simplement, vous pouvez aller sur le compte de SpaceX et vous voyez différents extraits en fait, de la manœuvre. Et donc là, en fait, vous avez une caméra qui est placée tout en haut du booster. Et vous allez voir que la plaque va venir se bloquer. Le pied, là, voilà, se bloque sur les bras. Ici. Et c'est vraiment dingue comment ça s'est posé en douceur, quoi. Ben voilà, là, vous avez un autre point de vue. Directement sur la tour. Et vous voyez les deux bras qui viennent prendre en étau, ici, le booster. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant, qu'on apprécie ou pas la conquête spatiale, c'est quand même une prouesse assez incroyable. Et donc du coup, tout simplement, ce succès, il confirme l'avancée technologique de SpaceX sur les autres acteurs mondiaux, et ça, c'est quand même assez redoutable. Il est quand même le seul à pouvoir accomplir un tel exploit, aussi également de pouvoir réutiliser des fusées. Du côté de la Chine, les experts évaluent entre 5 à 20 ans de pouvoir développer un tel programme. Et ni la Russie, dont le projet de lanceur réutilisable Amur prend du retard, ou même carrément l'Europe, qui a lancé son florent Ariane 6 avec 4 ans de retard. Et malheureusement, Ariane 6 qui n'a pas été pensé pour être réutilisable. Donc il va falloir attendre les années 2030 pour espérer voir la prochaine génération de fusées Ariane Next équipées de technologies semblables. Donc là, on est en train d'accumuler un retard quand même assez problématique ici. En tout cas, les autres acteurs sont en train d'accumuler un retard assez problématique. La tour a attrapé le lanceur comme si on éclatait un moustique, ouais. Malox, oui, tu nous dis avant de relancer, j'imagine qu'il faut pas mal nettoyer, contrôler les fissures. Tout le truc a subi de sacrées contraintes quand même. Oui, tout à fait. Mais en fait, le temps de rapatriement sur des engins de cette taille et de ce poids-là, c'est des manœuvres très complexes également, très coûteuses et qui prennent du temps. Et donc en fait là, d'éliminer ça, parce qu'en fait, ils ont juste tout simplement éliminé une étape de gestion de booster. Et donc, de pouvoir carrément éliminer cette étape, elle est déjà placée. Et donc, le nettoyage, il peut déjà commencer. Et donc, c'est ça, en fait, qui est assez redoutable dans la manière de penser, de révolutionner l'industrie spatiale. En gros, les mecs, ils se sont dit, non mais attends, dans toute la gestion et le cycle de vie d'une fusée, voici un petit peu toutes les étapes et comment on peut faire pour simplifier et gagner du temps. Non mais attends, le rapatriement au milieu, sur une barge flottante, c'est saoulant, ça prend du temps de rapatrier, ça mobilise tant d'équipes, etc. Et en fait, si on pouvait directement la replacer sur son pied de lancement, c'est juste... ça paraît fou, et les mecs l'ont fait, quoi. Voilà, ça les met dans un autre... dans un autre niveau, quoi, par rapport aux autres. Voilà, et ils ne s'arrêtent pas là.
ils ne s'arrêtent pas là parce que SpaceX voilà, ne se sont pas arrêtés au succès de dimanche. Dès lundi, ils étaient encore en train d'envoyer une fusée. Donc ce lundi 14 octobre, peu après 18h, eh ben, il y a eu carrément la mission Europa Clipper qui a décollé à bord d'un Falcon Heavy, la fusée de SpaceX. Et donc, qu'est-ce que c'est Europa Clipper? Eh ben, tout simplement, c'est la sonde de la NASA qui commence son périple pour atteindre les environs de Jupiter. Et donc, grâce à ces observations, Europa Clipper va permettre d'avancer sur la question de la vie extraterrestre qui fascine évidemment les scientifiques et le grand public. Donc là, le but, c'est que Europa Clipper, comme son nom l'indique, va plus précisément aller vers Europe, l'une des lunes de Jupiter. Et c'est vraiment le but de la mission de la NASA ici, qui va permettre d'explorer un peu cette lune Europe, qui est l'une des plus prometteuses, en tout cas considérée comme l'une des plus prometteuses pour la recherche de la vie. Elle est en tout cas considérée comme habitable. Elle n'est certes pas prouvée comme habitée, il y a une vraie nuance, mais en tout cas, elle serait habitable. Pourquoi? Parce qu'en fait, sous sa coquille de glace, elle renfermerait un vaste océan, un océan tellement vaste qu'en fait, il contiendrait plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. C'est pour vous dire. Et on sait qu'une des conditions pour la vie, c'est la présence d'eau. Et donc là, le but, c'est d'aller sonder un peu plus finalement cet océan de glace pour voir s'il y a des traces de vie ou pas. Et donc du coup, Europa Clipper est donc partie ce lundi soir. Elle a été lancée depuis Cap Canaveral en Floride aux États-Unis avant de commencer une enquête sur les conditions propices à la vie près de Jupiter. Alors, son vol a été quand même retardé de quelques jours. Pourquoi? À l'origine, elle devait quitter la Floride le 10 octobre, sauf que les conditions météorologiques que l'on connaît, avec notamment l'ouragan Milton, étaient trop dangereuses, trop graves près de la zone du lancement pour pouvoir prendre le risque de faire le lancement. Bon, voilà, ça arrive. On sait que les conditions météorologiques peuvent altérer le calendrier de lancement. Et il vaut mieux assurer un bon lancement que prendre des risques. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça s'est déroulé dimanche. Et donc, du coup, là, on va avoir quelques années à attendre avant que Europe soit atteinte par la sonde, puisque elle devrait atteindre sa cible à l'horizon 2030. Donc voilà, quand même un peu plus de 4 ans ici, enfin de 5 ans à attendre. Voilà, et une fois qu'elle aura atteint sa cible, elle devrait effectuer une 50aine de survols d'Europe pour pouvoir récolter les données nécessaires pour étudier la potentielle vie, le potentiel de vie extraterrestre. Et donc là aussi, on a, comme d'habitude avec SpaceX, les petites vidéos de lancement de la fusée qui sont toujours disponibles sur le compte X, ici, comme vous pouvez le voir à l'écran. Toujours très impressionnant. Et donc, on voit en action, évidemment, le partenariat de la NASA, agence spatiale gouvernementale américaine, et avec son partenaire entreprise privée, ici SpaceX. Donc voilà, comme je vous le disais, on est vraiment sur un personnage, Elon Musk, qui à la fois pose tout plein de problèmes, avec ces sociétés, son positionnement politique, l'utilisation de ces sociétés privées pour influencer l'opinion publique, politique et même géopolitique, quand on a vu les négociations de Starlink avec l'Ukraine et les États-Unis. Voilà. Et à la fois, il continue de révolutionner certains secteurs de manière impressionnante, quoi. Donc, à voir. C'est toujours compliqué. Oui, Patitus, tu nous dis Boeing est en sueur. J'ai envie de te dire, Boeing est plus qu'en sueur. Avec les grèves, avec les annonces de séparation de certains employés, enfin d'une masse salariale importante et la perte du budget avec la NASA, ou en tout cas la crise de confiance avec la NASA, avec l'histoire des 2 astronautes qui étaient coincés dans l'ISS. Ouais, Boeing est
plus qu'en sueur à ce niveau-là, hein. Voilà, on en a fini en tout cas du sujet Tesla, SpaceX, Elon Musk ce matin. Je vous propose de brièvement aborder le sujet de WordPress. Il y a une petite crise dans le monde de WordPress à l'heure actuelle. Pourquoi on parle de WordPress? WordPress est quand même depuis 3 semaines au cœur d'une guerre commerciale. WordPress est quand même un célèbre logiciel de publication de contenu. C'est utilisé par des centaines de millions de sites web dans le monde et voit en effet en tout cas s'affronter deux des principales sociétés qui se sont développées en proposant aux utilisateurs des services liés à WordPress. Alors d'abord, ça a commencé en 2003 avec Matt Mullenweg et d'autres développeurs qui ont proposé WordPress, une plateforme populaire, c'est même la plus populaire aujourd'hui pour créer un site. Et elle est utilisée aussi bien par des blogueurs que par des grands médias. Elle est simple d'usage, libre et gratuit. WordPress est donc maintenu par la fondation du même nom, créée par Matt Mullenweg, et fait partie, comme Wikipédia, de grands projets à succès de web collaboratif et du logiciel libre. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est une démarche belle, chère à mon cœur, voilà, qui a permis beaucoup de choses pour Internet, beaucoup de belles choses. Sur WordPress, de nombreuses entreprises se sont également créées autour de ce projet, comme des PME qui vendent des habillages personnalisés ou proposent des modules complémentaires payants. Moi, je sais que j'en avais déjà acheté pour faire tourner mon blog de musique à l'époque. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que depuis près d'1 mois, 2 des plus grandes sociétés du secteur sont en guerre ouverte. D'un côté, on a WordPress.com qui propose un hébergement gratuit et des services payants, dirigé par Matt Mullenweg et appartient au groupe Automatic, groupe très très connu, qui possède également Tumblr d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a la société VP Engine qui propose également des hébergements et des services payants et qui appartient principalement au puissant fonds d'investissement Silver Lake. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 21 septembre dernier, sur le blog officiel de WordPress.org, on a Matt Mullenweg qui publie un test, mais vraiment au vitriol ici, contre VP Engine, et qui décrit l'entreprise VP Engine comme un cancer pour WordPress, au motif qu'elle tirerait parti du travail des développeurs du projet sans contribuer en retour en code ou en donation. Voilà, bon. Est-ce que c'était un requis pour pouvoir utiliser et développer la plateforme WordPress ? Leur business, non, a priori, ou utiliser le socle WordPress, a priori, non, mais bon, voilà, il y a une critique. Bref, le message déclenche une avalanche de réactions. Le jour même, VP Engine demande le retrait du texte et accuse à son tour WordPress.com de tentative d'extorsion. Dans une lettre ouverte, VP Engine explique que son rival a exigé qu'elle verse un pourcentage de son chiffre d'affaires et accuse Matt Mullenweg d'être en plein conflit d'intérêts puisqu'il utilise le site de la fondation WordPress pour attaquer un concurrent direct de l'entreprise WordPress.com qu'il dirige par ailleurs. Intéressant. Et donc du coup, les deux sociétés ont échangé donc des lettres ouvertes et des plaintes en justice avant que le conflit ne prenne un tour carrément plus technique, puisque ce week-end, carrément, WordPress.org a directement pris le contrôle d'une extension populaire créée par VP Engine, rien que ça, et diffusée dans le magasin d'applications WordPress, arguant qu'elle comportait une faille de sécurité non corrigée, ce qu'évidemment VP Engine réfute. Donc là, évidemment, depuis du coup quelques jours, on a la communauté des développeurs qui s'élève. Il y a eu beaucoup de vives réactions, à la fois au sein de la communauté des développeurs, mais également des utilisateurs de WordPress, qui craignent que malheureusement la première victime de cette guerre intestine ne soit le projet WordPress lui-même, en sapant la confiance des utilisateurs. Pour rappel, selon certaines estimations, plus de 40% des sites aujourd'hui utilisent un système de publication de contenu dans le monde et WordPress. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, c'est un peu triste quand même. Un peu triste. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent WordPress et qui ont suivi un petit peu ce drame.
dans la sphère WordPress, dans la communauté WordPress. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème, un vrai risque pour le projet open source WordPress, quoi. Alors, j'ai un petit peu vos commentaires dans la chat room. Hop, hop, hop. 43%, Insight nous dit 43% des sites dans le monde utilisent WordPress. Donc voilà, c'est pas rien. Je travaille avec, je suis dev, et qu'est-ce qui se passe? Et bien voilà, j'espère que je t'ai donné un peu plus d'informations sur ce qui se passait. Hop, je regarde. Là, le problème, c'est directement l'open source qui est en danger. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. WordPress était boudé par les utilisateurs car il y a eu des WordPress X. Ah, tu veux dire dans le domaine du X, du pornographique? Ou autre chose? Ça m'intéresse. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une petite perte de vitesse de WordPress. Mais peut-être parce que j'étais moins... j'ai arrêté mon blog, donc déjà, je m'intéressais moins à WordPress. Et peut-être que j'étais moins la tête dedans. Donc, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Mais d'accord, Guitou, d'accord. Tu confirmes, il y a eu des WordPress utilisés pour le porno. Ben ouais, enfin, en même temps, on sait que l'industrie pornographique, un des secteurs qui utilise beaucoup Internet, quoi. Tu comprends leur positionnement car il s'agit d'une entreprise qui gagne beaucoup d'argent et qui ne contribue pas financièrement au développement de WordPress et qui est open source et qui a besoin de financement. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, WordPress aurait pu requérir un business model qui fait que si tu utilises WordPress, eh ben, tu contribues financièrement. Mais il n'y avait pas cette condition dans les petits caractères. Et le problème, c'est que le billet de blog n'a pas été publié sur le site de la société de Matt Mullenweg. Il a été posté sur le blog de la communauté. Et donc là, il y a clairement un conflit d'intérêts. Enfin, moi, en tout cas, de loin, c'est ce que je vois quand même. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. En effet, quand tu reposes ton business sur une plateforme open source, ben, en tout cas, il y a une vraie attente du fait de contribuer au projet open source. Mais en fait, il n'y a aucune obligation. Donc, voilà. Mais le fait qu'il ait utilisé la plateforme open source pour communiquer sur ça et critiquer, c'est un vrai problème. Sachant que lui a également une société où il propose des services payants. Donc, en directe compétition. Donc, il y a un vrai problème. Alors, Insane, tu nous dis, non, ils ont ralenti, mais pas perdu de part de marché. Juste, il y a plus de concurrence. D'accord, merci pour l'info. On est sur une affaire sérieuse qui, qui peut faire exemple pour le futur des projets libres avec VP Engine qui fait du blé sur WordPress. Mais si WordPress lui-même se ruine, où est l'équilibre? Mais c'est tout le problème de l'open source. C'est tout le problème de l'open source. Et regardez Wikipédia, tous les efforts qu'ils font sur les campagnes de donation. Et c'est compliqué, hein. Mais c'est toute la difficulté des projets open source. Donc, ouais, voilà. Moustique, c'est intéressant. Tu nous dis, le contrat, déjà, il y a un contrat, le contrat qui stipule que tout le monde peut utiliser le code source et est encouragé à participer par l'allocation de diverses ressources, dev, argent ou événements. Tout à fait, parce qu'en fait, ta contribution à soutenir la communauté open source peut se passer par différents moyens.
Mais là, avec cette action, WordPress.org change le contrat. Cela veut dire qu'il est possible qu'avec le temps, il y ait des prises d'otages. Donc que l'open source ne soit pas stable et qu'investir dans l'open source soit un danger de pérennité. Et WordPress Engine participe par la tenue d'événements, ouais. Et de dev. Alors que ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi, hein, Moustique. Donc voilà. Non, mais intéressant. Merci d'avoir éclairé le sujet. Donc à suivre, on verra ce qui se passe, hein, parce que je pense qu'on va encore en entendre parler pas mal de fois. On continue, et cette fois-ci, on parle une petite brève pour le Nobel de chimie 2024 qui vient de tomber. Le prix décerné mercredi récompense au moins pour moitié un outil qui a révolutionné la vie des biochimistes et qui a été conçu par le Britannique Demis Hassabis et l'Américain John Jumper. En effet, l'intelligence artificielle ici est à l'honneur, puisque le volet chimie, ici, décerné mercredi 9 octobre, récompense un outil d'intelligence artificielle qui a révolutionné donc la vie des biochimistes, qui s'appelle AlphaFold. Donc là, les personnes qui ont été récompensées, comme je disais, c'est Demis Hassabis et l'Américain John Jumper, qui ont développé ce logiciel, donc AlphaFold, au sein de l'entreprise DeepMind que l'on connaît puisqu'elle a été rachetée par Google en 2014. Et puis l'autre moitié du prix prix Nobel de chimie qui a été récompensé, c'est l'Américain David Baker, qui lui est à l'université de Washington, qui 20 ans avant ses lauréats avait déjà abordé sans intelligence artificielle le même sujet. Alors le sujet en tant que tel, c'est définir ou trouver ou anticiper la forme tridimensionnelle prise par les protéines sans connaître la succession des 20 acides aminés qui les constituent. Et en fait, le problème, c'est que les protéines, c'est en fait un enfilage de perles. En fait, ces acides aminés, c'est un peu comme un enfilage de perles. Mais le problème, c'est qu'elles ne s'enfilent pas juste comme un fil. Ces protéines ne restent pas en ligne comme un spaghetti, mais elles se plient, se tordent, forment des hélices, des crochets, des poches. Et en fait, ces formes et ces structures en elles-mêmes leur donnent leur fonction. Donc de pouvoir comprendre cette structuration va être assez importante pour comprendre leur fonction même. Voilà, donc voilà, donc il y a tout un enjeu pour les chimistes avec les informations dont ils disposent, qui est souvent juste une séquence de gènes pour des acides aminés, et qui s'assemblent donc en protéines, et de comprendre un petit peu leur fonction, leur mode d'action. Donc comment ça va s'agencer et comprendre leur forme. Et donc du coup, voilà, il y a eu cet effort de fait. Et donc on a vu la différence. Aujourd'hui, la manière de comprendre la formation des protéines, c'est avec la cristallisation. Et on est passé de 20 000 protéines à la forme connue grâce à la technique de cristallisation et analyse au rayon X par cryomicroscopie électronique à une base de 200 millions de protéines forme connue grâce à AlphaFold. Donc ça, c'est ce que Michael Nilj a mentionné de l'Institut Pasteur. Et donc, c'est ce que nous dit également une spécialiste, Sophie Saquin-Mora, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire de biochimie théorique à la Sorbonne Université. Avant, pour comprendre une protéine, si on avait de la chance, on avait sa structure ou celle d'une voisine dans la base de données. Mais sinon, il fallait la cristalliser, ce qui prend du temps. Et maintenant, en quelques minutes, on a une prédiction de structure grâce à l'intelligence artificielle qui peut ne pas être parfaite, mais qui donne déjà un bon point de départ pour les interprétations. Donc ça fait gagner un temps significatif ici pour les biochimistes. Donc voilà, c'est tout l'intérêt ici de cette recherche voilà, sur le sujet. Donc là, il y a eu plusieurs versions d'AlphaFold. C'est sûr que les équipes vont continuer à itérer sur le sujet. Donc ça, c'était juste la petite anecdote où c'est quand même intéressant de voir comment l'intelligence artificielle commence déjà à révolutionner notre monde dès aujourd'hui. Même si on n'a pas atteint l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire être capable d'avoir un raisonnement logique
autonome ici, ce qu'on appelle l'AGI, ou l'intelligence artificielle forte ou puissante, même sans ça, on arrive à avoir des avancées majeures dans la science. Et Oleg nous dit, le prix Nobel de physique est aussi allé à l'intelligence artificielle plus tôt cette semaine. Merci pour l'info, Oleg. Donc voilà, on termine la journée et l'émission surtout avec une petite recommandation de série. Voilà, je voulais pas vous terminer l'émission sans vous partager cette série. Et la série dont je veux vous parler ce matin, c'est Chaos. Chaos, vous voyez un petit peu le visuel à l'écran. C'est une série Netflix, tout simplement, qui est disponible, qui a fait son arrivée à la rentrée sur Netflix. Et elle se compose de 8 épisodes. Alors, la scénariste à la tête de la série, c'est Shirley Covell. Shirley Covell, on la connaît, puisqu'en fait, c'est une scénariste que moi, j'avais beaucoup aimée, parce qu'elle avait notamment fait une relecture du récit ado avec The End of the Fucking World, qui avait été diffusé en 2017. Comédie un peu brutale, mais remarquable, qui avait été adaptée du roman graphique à l'époque de Charles Forsman. Voilà, donc vraiment c'était chouette, très très triste de ne pas avoir eu une continuité sur cette série d'ailleurs. Et là, la scénariste britannique s'attaque à un autre style de série, puisqu'elle s'attaque à une formulation contemporaine de la mythologie classique. Rien que ça. Et donc, voilà, c'est le pitch de départ de Chaos, c'est revisiter la mythologie classique. On y retrouve Zeus, incarné par Jeff Goldblum, un tyran de l'Olympe angoissé par une prophétie qui annonce un grand désordre à venir et tout simplement en fait la fin de son règne. Et on y retrouve également dans cette série d'autres figures emblématiques de la mythologie classique. Eurydice, qu'on va appeler Ridi dans la série, Orphée, donc l'histoire d'Eurydice et Orphée qui est mythique, c'est le cas de le dire. On retrouve Héra, femme et sœur de Zeus, et dont l'actrice est formidable, Prométhée, qui est la voix off finalement de cette série, celui qui va nous faire rentrer, qui va briser le quatrième mur en nous parlant directement, en regardant le téléviseur ou l'image, en nous parlant directement de ce qui est en train de se passer. On a Dionysos, le mec un peu cool, qui est un peu à la recherche de l'amour et qui aime bien les humains. On a Poséidon, en... Bref, personnage excellent aussi, je ne sais pas comment le décrire. Et puis Séné, que l'on retrouve, et quelques humains aussi que l'on va suivre. Et donc, on les retrouve dans un monde qui est quand même assez violent, qui pourrait ressembler pas mal au nôtre. Donc, on va principalement suivre on va suivre la Crète, notamment dans la série. Et voilà, en termes des enjeux qui sont abordés de la série, c'est vraiment globalement la famille, l'amour, le libre arbitre, le destin. Bref, on s'attaque vraiment aux grands sujets, assez logiques, puisque c'est les thèmes qui sont aussi abordés avec la mythologie. Mais en tout cas, la manière dont c'est abordé, ça va être assez multiple. On va avoir quelque chose d'assez choral, puisqu'on va suivre différents personnages dans différents endroits. L'un dans le mont Olympe, l'un dans le monde le sous-monde, bref, le monde souterrain avec le frère de Zeus. Je perds mes noms de divinités ici. Et puis, on va aussi suivre des acteurs qui sont dans le monde des vivants. Voilà. Et donc, finalement, c'est ce que vous voyez à l'écran. On a vraiment ces 3 couches de monde qui se superposent. On a également Prométhée qui est accroché toujours à son rocher en train de se faire bouffer le foie. Bref. Voilà, on a Hadès, merci Oleg, les enfers.
Merci beaucoup. Donc on retrouve Hadès avec le monde des enfers, et l'au-delà, hein, enfin pas forcément l'au-delà, mais le monde avant l'au-delà, ici. Et donc c'est assez intéressant et on va aborder, notamment le thème plus global de cette promesse des humains de la vie de l'au-delà ou même carrément de la renaissance, qui est en fait une promesse qui permet aux humains d'aborder, leur mort avec sérénité parce qu'ils savent qu'ils vont renaître si on leur met la petite pièce entre les lèvres au moment de la cérémonie de leur décès. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette promesse de renaissance et qui va, du coup, évidemment, influer sur la manière qu'ont les humains de vivre leur vie aussi. Parce qu'en fait, si tu sais que tu as une promesse de renaissance, tu vis pas ta vie de la même manière, forcément. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, c'est assez, en tout cas, une narration assez foisonnante. Ça fait un peu penser à The Boys. De par sa narration un peu foisonnante où on va suivre différents personnages dans chacun leur histoire, leur narration, et à des moments, on va avoir une collision des différentes storylines des personnages, et de par un peu l'aspect cash un peu brut des décoffrages, puisqu'on va avoir quelque chose de résolument actuel, très kitsch, très pop, notamment avec des dieux, et notamment un Zeus qui vit dans une villa complètement kitsch, avec des cygnes gonflables roses, des assistants qui sont en tenue de rapporteurs de balles de tennis, etc. On va avoir de l'or un peu partout, du clinquant, etc. Un Zeus vraiment angoissé, maniéré, etc., qui est délicieux. Et donc, du coup, qui participe un petit peu au succès et au rythme de la série. Donc ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, on a vraiment cette surenchère de l'Olympe qui est vraiment dans les excès, complètement dans l'excès. L'humain, le monde des humains qui nous ressemble à peu près. Et puis après, on va avoir le monde souterrain des enfers qui va être là complètement dénaturé, en noir et blanc, avec la perte de saveur, etc. etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, donc il y a un traitement assez chouette, moi que j'ai beaucoup aimé. Et après, on peut parler un petit peu des différentes raisons qui font la force de la série. Déjà, moi, j'ai trouvé Jeff Goldblum est incroyable. Mais Jeff Goldblum n'est pas que. Certes, il est formidable dans son interprétation de Zeus, mais en fait, il n'éclipse pas tous les acteurs avec lesquels il interagit. L'actrice qui fait Hera est incroyable, l'acteur qui fait Poséidon est excellent aussi, Dionysos en fils de Zeus qui essaye d'avoir un peu plus de reconnaissance, de trouver sa place et essaye d'avoir un peu plus de pouvoir, d'avoir un peu plus de responsabilité et qui cherche un peu l'approbation de son père, est également excellent, et qui en plus c'est intéressant puisqu'il a on sent que voilà, c'est un dieu alors que sa mère est humaine et donc du coup il a un penchant un peu plus humain dans son traitement, donc il est vraiment entre les deux. On a ensuite des personnages humains assez importants. On a des personnages emblématiques comme Dédale, qui sont interprétés avec brio par l'acteur. On a après aussi Séné, qui est très chouette comme personnage, Ridi, qui est très très chouette. Un humain genre Orphée, en espèce de star de musique, égocentrique, enfin très très égocentré, on va dire, voilà, qui est très très bien joué, même s'il l'irrite un petit peu, mais c'est de par son personnage. Donc vraiment, tous les acteurs et les personnages sont impeccablement joués ici. Et puis aussi la réécriture des mythes qui vaut juste le coup d'œil. Vous allez retrouver, voilà, vraiment des choses alternatives, etc., qui sont vraiment vraiment très très chouettes. Alors là, j'ai parlé des personnalités, mais il y a également d'autres acteurs qui sont très très chouettes. Moi, j'ai adoré les moires, celles qui sont
gardienne du destin et des prophéties. Les 3 acteurs, actrices qui sont formidables ici dans leur interprétation. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de très pop, de très décalé dans cette réinvention. Donc c'est vrai que ça fait penser un peu à The Boys, ça fait un peu penser aussi à Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, où ça va prendre quelque chose de très classique et complètement casser les codes pour avoir quelque chose de résolument pop. Et ça, moi, je trouve que ça marche très, très bien. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que ça marche excellemment bien. Donc, le traitement, les acteurs, la réinvention des mythes et les traitements de thématiques assez profondes, finalement. C'est vrai qu'au début, on y va pour la comédie. Et finalement, moi, j'ai trouvé qu'à la fin des épisodes, on était vraiment accroché à certains personnages et on a envie d'avoir la saison 2. Clairement, pour moi, la fin de la série, elle m'a accroché. Elle m'a dit, OK, là, c'est bon. Je suis accrochée à certains personnages. J'ai envie d'y aller, quoi. L'une des morts, c'est Varys de Game of Thrones. C'est vrai? Oh, j'avais même pas reconnu. Mais voilà, Real Unicorns Wars, tu finis ma présentation de la série avec la phrase « Eh ben, la série a été annulée. » Voilà. Donc voilà. J'ai quand même envie de vous la recommander parce que ne serait-ce que pour vous faire... Alors attention, c'est pas à conseiller aux plus jeunes parce que c'est quand même très cash. Voilà. Je crois que c'est recommandé à partir de 16 ans. Mais moi, je vous recommande, si vous vous demandez un peu ce que c'est, ne serait-ce que 8 épisodes, ça vous prend pas beaucoup de temps, ça passe très bien et ça va vous donner envie de vous replonger dans la mythologie classique, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Donc, ah oui, c'est carrément pour 18 ans, quoi. Ok, ça m'étonne pas trop. Mais voilà. Donc, série annulée, malheureusement. En effet, il n'y aura pas de saison 2. Trop, trop, trop triste. Voilà. Désolée, je voulais pas terminer sur une note négative. mais voilà. Même si vous savez qu'il n'y a pas de saison 2, ça vaut vraiment le coup d'y aller parce qu'elle est vraiment très, très chouette. Et vous allez passer un bon moment. Et voilà, ne serait-ce que de vous replonger dans la mythologie classique. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, aussi, je vous ai un peu cassé votre journée, en fait, là. La série coûtera trop cher. C'est vrai que je pense qu'elle est quand même bien produite. Je pense qu'elle peut potentiellement elle coûte cher avec la qualité des acteurs. Parce que vraiment, on a un casting incroyable. Mais je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, série remarquable. Remarquable aussi de par son inclusivité. J'ai dit série, j'ai pas dit toi. Ah, arrête. Désolée. Ah mince, je vous ai du coup cassé la projection. Mais voilà. Donc désolée, je termine sur quelque chose de peut-être un peu négatif, mais je voulais vous le dire. Mais série inclusive, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas été appréciée par l'extrême droite. Mais très chouette. Voilà. Donc allez-y, moi je vous la recommande. Sur ce, il est 9h39. Je vous souhaite une excellente journée. Avant de se quitter, on va voir un petit peu vers qui on peut vous lancer pour garder cette belle énergie ce matin. Hop. Et ben on va aller faire du Baldur's Gate parce que j'ai pas pu en faire ce week-end et je suis frustrée. Donc on va aller faire du Baldur's Gate. Ah, ça me donne trop envie là. Ça me donne trop envie. J'ai trop envie de me relancer dessus. Voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir suivi ce matin. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, 8h, comme d'habitude, pour vous débriefer de l'actualité tech. Mais sinon, vous retrouvez Jérôme, comme d'habitude, tous les jeudis et vendredis à 8h pour également le mug. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à très vite. Ciao!